Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien, Gloria. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire spécial qui a pour titre Quelles techniques de PMA choisir pour devenir maman en solo? Aujourd'hui, nous comptons avec la présence de Bijou Lindera qui dirige la plateforme sur Facebook appelée Concevoir en solo. Et nous comptons aussi avec la présence du docteur Alex Garcia Fora, gynécologue spécialiste en PMA, directeur de recherche et développement et directeur de l'unité d'oncofertilité de Fertila Barcelona. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto pour apprendre à réaliser pas à pas votre livret de messe avec le logiciel World. L'avenir de la PMA est bel et bien présent. Fertila Barcelona vous invite à un voyage à travers la véritable personnalisation de la procréation médicalement assistée. Le but étant que les patients puissent avoir votre enfant en bonne santé le plus rapidement possible et avec un maximum de garanties. Au cours de ces webinaires, nous parlerons de tous les types de traitements de PMA destinés aux patients qui souhaitent devenir maman en solo. Chaque cas de PMA est unique et spécial. C'est donc pour cela que nous voulons vous expliquer pourquoi il est si important d'appliquer des protocoles personnalisés. Il est primordial que chaque patient se sente soutenu par un accompagnement chaleureux et humain, ainsi que la mise à leur disposition des meilleures technologies. Sans aucun doute, c'est la combinaison parfaite qui permet d'offrir les meilleurs résultats en PMA. Je cède donc la parole à Bijou Lindera et nous vous remercions énormément de tout ce que vous faites. Merci Bijou. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau webinaire avec le groupe Concevoir en solo et la clinique Fertilab. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bijou Boulindera. Je suis une maman solo de 2 enfants maintenant. Un de 6 ans et un petit bébé qui vient de naître et qui a 5 ans. Je suis l'écrivaine du livre Concevoir en solo et croire en sa capacité d'être maman. J'ai aussi ouvert la plateforme Facebook Concevoir en solo, dans laquelle la plupart d'entre vous sont membres. Et sur cette plateforme, aujourd'hui, qui compte à peu près 2000 femmes, vous venez pour échanger avec les autres femmes en toute confiance et courtoisie sur les parcours en solo. Cette plateforme est dynamique grâce à la collaboration avec certaines cliniques qui nous soutiennent au travers des webinaires comme celui-ci et aux offres de réduction des traitements de la PMA. Donc aujourd'hui, nous recevons la clinique Fertilab avec le docteur Garcia Fora pour nous présenter quelle technique de PMA choisir pour devenir une maman solo. Je laisse la parole au docteur. Bonsoir. Je me permets, pardon. Ah oui, allez-y, s'il vous plaît. Je me permets juste, docteur Garcia Fora, d'expliquer aux participants comment pouvez-vous vous adresser vos questions au docteur. Je vous explique la dynamique de ce webinaire. C'est très facile. Dans la section questions, vous devez écrire vos doutes. Très important, seulement dans la section questions. Vous verrez qu'il y a une autre section appelée chat qui ne sera utilisée que pour interagir entre vous. Ce n'est pas dans cette section où vous devrez poser vos questions. Les questions que vous posez au médecin seront totalement confidentielles. Aucun participant ne pourra les voir. Et là, merci beaucoup, docteur, je vous cède la parole. Docteur Fao. Oui, je vois que le micro n'était pas là, excusez-moi. Bon, j'étais simplement en train de vous donner la bienvenue, vous remercier d'être là dans ce webinaire. Je pense que c'est toujours important, comme Gloria a expliqué, et aussi bien sûr Bijou, d'avoir pas seulement l'excellence au niveau médical, ça on l'espère, on la suppose déjà, mais aussi je pense, même le traitement chez vous, même le traitement à distance, avoir toujours la possibilité d'un soutien, d'un accompagnement dans chacune des étapes du diagnostic, du traitement, de la grossesse et même après l'accouchement. Vu que vraiment ce projet de famille de maman en solo
Et bon, pas toujours facile, pas seulement du point de vue physique, mais aussi du point de vue émotionnel. Et bien sûr, vous dire qu'on y fait très, très attention. Bon, bien sûr, je ne vais pas approfondir sur mon profil. Fertilab est une clinique qui a déjà 25 ans. Et moi aussi, je suis comme gynécologue, je travaille principalement et j'ai travaillé en oncologie et l'accompagnement des patientes qui ont survécu à un cancer et qui ont un désir d'enfant après ce traitement oncologique, mais bien sûr aussi pour des patientes de tout le monde qui ne trouvent pas chez eux soit la technique, soit parce qu'il y a des restrictions légales, qui cherchent l'excellente de la partie de la technologie, mais aussi de la partie humaine. Et probablement cet accompagnement à niveau humain, c'est la partie la plus importante de mon dossier, du résumé de ce que je fais, c'est l'accompagnement de nos patientes à distance. Comme je disais, c'est une clinique avec plus de 25 ans d'expérience. On voit des patientes de tout le monde, spécialement pour les patientes francophones, pas seulement de France métropole, mais aussi, bon, on voit des patientes de Réunion, de Martinique, de Nouvelle-Calédonie, de Canada. Et vraiment, le traitement individualisé à distance, je pense, c'est vraiment là où on est spécialisé. On a bien sûr la possibilité de se connecter, soit par téléphone, soit par visio. Je pense qu'après la pandémie, presque tout le monde est prêt déjà à faire des connexions à travers de visio. Ça nous aide énormément à être près de nos patientes, non, de se voir, soit pour le premier rendez-vous, soit après pendant le traitement. Et puis, bien sûr, le mail et bon, les méthodes classiques de connexion à distance. Mais bien sûr, je pense que du point de vue, pas seulement de la technologie, mais d'être près de nos patientes, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, même le week-end. La fondatrice de Fertilab est une médecin biologiste, c'est Dr Martin Antic. Et avec Jaume Marty, ils ont fait grandir ce projet, spécialement du point de vue de profondir dans la personnalisation et l'accompagnement des patientes. C'est bien sûr, comme je disais, une clinique avec un lab excellent, un taux de réussite par patient très, très élevé. Mais ça, je sais bien, c'est ce que toutes les cliniques vous disent, non? Le taux de réussite est le maximum. C'est pourquoi je pense qu'être honnête, clair et près de nos patients, c'est ce qui fait la différence chez nous. Bien sûr, il y a plusieurs traitements pour les mamans en solo. Probablement, la première étape, ce n'est pas le traitement. La première étape pour la maman en solo, c'est le diagnostic. Vu que, bien sûr, on a des patientes, des mamans qui ont un désir d'enfant, qui n'ont aucun problème de fertilité, mais bien sûr, d'avance, on ne peut pas le garantir. Et on a des patientes qui nous contactent à 25 ans, mais on a aussi des patientes en solo qui nous contactent à 45. Alors, je pense que comme première étape, avant d'évaluer, de proposer un traitement, c'est bien évaluer le dossier médical de chacune des patientes. Parfois, vous envoyez des ordonnances, vous dire de faire passer des examens pour vérifier pas seulement ce qu'on peut faire du point de vue de fertilité, mais bien sûr pour réduire au minimum tous les risques obstétriques. Vérifier que vous êtes en pleine santé, vous êtes dans des conditions idéales pour la grossesse. Et c'est pourquoi je pense que cette partie de diagnostic est probablement la partie des plus importantes au début quand on envisage de faire un traitement. Bien sûr, il y a des traitements qui sont disponibles chez vous et je suis sûr que Bijou, on en a déjà parlé. Mais bien sûr, vous savez bien aussi que chez vous, il y a des limitations, il y a des restrictions, même si la loi française, heureusement, a changé. On continue malheureusement à avoir des restrictions, spécialement pour les femmes en solo, pour accéder aux dons de sperme, pour n'importe quelle technique qu'on puisse vous proposer. Ce problème continue et bien sûr, aussi on vient d'accepter dans la loi française le don anonyme comme option en France, le don non anonyme en France, et on sait bien que probablement ça va encore réduire les possibilités de trouver des donneurs chez vous. C'est pourquoi, malheureusement, on continue à recevoir des consultations des patientes françaises
vu que l'attente pour commencer un traitement ou la difficulté pour la thérapie prévue qui n'est pas prévue chez vous ou la prise en charge chez vous n'est pas possible, mais continuez à nous contacter. Il y a bien sûr, plusieurs possibilités pour les traitements. Pour les mamans en solo, c'est évident. On aura toujours besoin d'un donneur de sperme. Ça, c'est clair. Même si c'est une insémination, même si c'est une FIV avec vos ovules, on sera toujours obligé à trouver un donneur de sperme que pour les patientes que finalement décident de faire un don d'embryon, où ce sont déjà des embryons qui ont été créés, et bien sûr où on n'en a pas besoin de trouver un donneur. Vous dire probablement que comme différence chez nous, au niveau de la sélection de candidats, il y a une partie médicale qui est standard en Espagne, en Europe, mais probablement ce qui fait la différence, c'est qu'il y a un interview personnel, il y a un test psychotechnique qu'on fait chez nous, à Fertilab, et vraiment, on est fiers de la sélection de ce candidat. Ce ne sont pas directement des donneurs. D'avance, ce sont des candidats. Et je vous dis toujours, quand on fait le premier rendez-vous, je ne vais jamais accepter un donneur que je ne voudrais pas pour moi-même. Et je pense que vous me comprenez bien. Il n'y a aucune analyse, aucune prise de sang qui puisse me dire le feeling que j'ai avec le donneur qui est juste devant moi. Et je pense que cette présélection des candidats avant de devenir donneur est vraiment très, très importante. Heureusement, on est juste à côté de la zone universitaire de Barcelone. Ça nous donne déjà un profil de donneur assez jeune et normalement avec des études. Et je répète, cette partie d'interview personnelle, cette partie d'échanger directement avec le donneur est très, très importante. Bien sûr, après, il faut passer des examens, karyotype, spermogramme, sérologie, test des maladies récessives pour être accepté dans le programme comme donneur. Après cette première étape d'acceptation, bien sûr, on doit faire un matching avec chacune de nos patientes et on vous demande normalement de nous envoyer tous les détails physiques du phénotype, l'origine ethnique, la taille, le poids, tous les petits détails pour essayer de trouver un donneur dans son profil. Et bien sûr, il y a aussi des restrictions sur la loi espagnole et malheureusement, c'est compliqué parfois de faire un matching sur une origine ethnique différente à celle de la patiente. D'accord ? Même si, bien sûr, c'est quelque chose à discuter avec chacune de nos patientes. Au niveau légal, la seule restriction, normalement, c'est essayer de trouver un donneur dans le profil ou dans l'origine ethnique de nos patientes. Ça, c'est pour les mamans en solo. Pour le seul traitement où vraiment il n'y a pas le besoin de trouver un donneur de sperme, c'est le don d'embryon, où ce sont des embryons de maximum qualité qui ont été préservés à J5 ou J6 et qui ont été donnés par d'autres patients. Normalement, ce sont des embryons qui viennent d'un traitement de double don précédent et où vraiment c'est un traitement très, très facile à faire. Normalement, pour ces patientes qui ont déjà épuisé sa réserve ovarienne, pour des patientes multitraitées, multi-échouées, où la seule option, c'est le double don ou le don d'embryon. Pour ces patientes où il y a, assez jeunes, où il y a encore une bonne réserve ovarienne et une bonne qualité ovocytaire, bien sûr, à partir de 38 ans, on sait bien que cette réserve va commencer à descendre. On sait bien que la qualité des ovocytes va continuer à se réduire. Et spécialement à partir de 38-40 ans, on sait bien qu'avec ces ovules, bien sûr, il y a un risque plus élevé d'avoir des embryons anormaux, des embryons qui ont un risque plus élevé de trisomie, de monosémie. Et justement, la FIV pour le don de sperme dans ce groupe de patients est habituellement le traitement idéal. Même si après on ira sur les détails de taux de réussite, bien sûr, jusqu'à 38 ans, probablement l'insémination avec un don de sperme, c'est la technique idéale pour des patientes qui n'ont aucun problème. À partir de 38-39 ans, vu que normalement le taux de réussite des inséminations parfois n'arrive même pas à 5 ou 10%, mais la FIV avec don de sperme est l'option idéale. À partir de 43 ans, ou à partir du moment où il n'y a pas une réserve ovarienne, la ménopause est arrivée précocement, mais il y a des patientes, bien sûr, qui auront besoin d'un double don, un don d'ovocytes et un don de sperme. Et bien sûr, ce que je viens de vous expliquer sur la sélection de donneurs
est exactement la même chose qu'on fait sur les donneuses d'ovocytes. On doit toujours venir chez nous pour faire cette interview personnelle. Et après l'acceptation, bien sûr, on doit toujours faire un matching pour la donneuse et pour le donneur, pour chacune de nos patientes. Bien sûr, il y a des patientes très, très jeunes où parfois on n'a même pas la possibilité de faire un traitement d'insémination ou un traitement FIV, spécialement, par exemple, les patientes qui ont subi un traitement oncologique, une chimiothérapie, une radiothérapie ou une chirurgie sur les ovaires ou l'utérus. Bien sûr, ce programme de double don ou de don embryon, parfois est le traitement idéal pour ces patientes où malheureusement il n'y a plus de réserve ovarienne et bien sûr il n'y a pas un partenaire masculin. Alors dans ce cas-là, soit le double don, soit le don d'embryon est le traitement idéal. Comme je disais, la partie médicale, ce que je viens de vous expliquer et ce que je vais vous expliquer après au niveau de taux de réussite, l'excellence, on la suppose. Mais je pense qu'il y a des valeurs ajoutées et parfois ce sont les valeurs les plus importantes chez nous. Une vraie personnalisation, comme je disais, normalement un seul médecin par patiente, il n'y aura qu'un seul médecin traitant. La possibilité de toujours demander rendez-vous téléphone ou visio avec votre gynéco. Aussi, au niveau des coordinatrices qui vont vous aider pendant tout le parcours, spécialement au niveau administratif et à niveau médical, aussi avoir la possibilité d'avoir une seule coordinatrice responsable du traitement avec qui vous allez échanger des documents, des ordonnances, comptes rendus, des instructions et qui vont vous accompagner jour à jour pendant le traitement. La partie de la technologie du laboratoire, bien sûr, toute la technologie qui est disponible, tout ce qui est disponible à 2022 est disponible chez nous à Fertilab, soit les incubateurs les plus avancés comme tous les incubateurs time-lapse comme l'embryoscope, etc. Au niveau de recherche, on continue aussi à travailler dans des programmes d'intelligence artificielle, et même si je pense que nos taux de réussite sont vraiment excellents, et on continue à essayer d'améliorer ces taux de réussite dans la recherche qu'on fait ici à la clinique. Toute la partie de génétique de la reproduction, il y a une partie que malheureusement n'est pas disponible chez vous, c'est la partie de diagnostic préimplantatoire, la possibilité d'évaluer si l'embryon qu'on va transférer est un embryon normal, et pour les patientes qui ont aussi des maladies génétiques, vérifier que cet embryon n'est pas malade ou n'est pas le risque de devenir malade. La partie du DPI, pour voir que c'est un embryon normal, malheureusement en France, n'est pas disponible. La partie des maladies génétiques, légalement, c'est possible de la faire en France, mais malheureusement, on sait bien que l'attente peut dépasser facilement 1 an et demi ou 2 ans. Et parfois, ce temps-là est très, très important au moment où la réserve ovarienne commence à se réduire. Et bien sûr, l'objectif, c'est vous aider à la naissance d'un bébé sans problème chez vous. Et bien sûr, le taux de réussite, finalement, c'est une des questions que toutes les patients nous posent, non? C'est combien le taux de réussite? Pour nous, la réussite, c'est pas avoir un test de grossesse à la main. Spécialement pour les patientes qui ont déjà eu plusieurs fausses couches, elles savent bien qu'avoir un positif, c'est la première étape, mais ça ne va pas garantir que finalement, il y aura un accouchement. Et vous verrez que dans le taux de réussite chez nous, c'est toujours le taux de naissance. Pas la possibilité d'avoir un test positif à la main. Moi, quand j'ai rendez-vous avec des patientes, je leur dis, je suis sûr que vous ne voulez pas faire une collection de tests de grossesse à la maison, vous voulez un enfant. Alors, je sais bien qu'au niveau de statistiques, normalement, on parle du taux de positif, mais chez nous, c'est toujours le taux d'accouchement. Pour les inséminations, la technique qu'on disait normalement pour les patientes qui n'ont aucun problème de santé, où tous les examens de stérilité sont normaux, normalement jusqu'à 38 ou 39 ans, on voit que le taux de grossesse estimé est autour du 46%. Vous voyez que ça, c'est le taux normalement après pas seulement une tentative. Bien sûr, c'est après 3 tentatives d'insémination, vu que le taux de réussite pour chacune des tentatives
même si c'est la technique la plus facile, la moins invasive, et la technique d'élection pour tous ces patients jeunes qui n'ont aucun problème. Malheureusement, au début, c'est une technique où à la première tentative, on voit bien sur l'écran, le taux de naissance est autour du 25%. Ça veut dire que pour tous les 4 patientes, il n'y en aura qu'une qui va accoucher à la première tentative. Et c'est pourquoi on a des patientes qui nous demandent déjà de programmer 2-3 inséminations et parfois d'enchaîner ces 3 inséminations si malheureusement la première ou la deuxième tentative ne fonctionne pas. Vous voyez bien que, bien sûr, à partir de 40 ans, ce taux de réussite vraiment est très, très bas. Normalement, c'est un groupe de patients où bien il y a un négatif ou bien il y a des fausses couches à répétition. C'est pourquoi, normalement, l'insémination, on l'accepte facilement jusqu'à 38 ans. Et à partir de 39 ans, on doit bien discuter si on fait une insémination ou on passe sur des techniques plus compliquées, plus complexes. Pour la FIV avec les ovocytes, sur la première tentative, le taux de réussite, je veux dire naissance, on est autour du 32%. Ça veut dire qu'une patiente, tous les 3, va accoucher après la première tentative. Chez nous, il y a déjà 5 ans qu'on fait des transferts que à J5, que J6, à l'étape de blastocyste. C'est ce qui nous donne le maximum garanti d'accroche. Et normalement, chez nous, c'est toujours le transfert de un seul blastocyste de maximum qualité. On sait bien que ce qui va vous aider à avoir un bébé à la maison, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de ce blastocyste. Et pour les patientes à partir de 38-40 ans, pas seulement la qualité de ce blastocyste, mais aussi avoir un embryon qui a été testé et savoir que c'est un embryon normal qui peut donner une naissance. Bien sûr, vous voyez bien, jusqu'à 35 ans, ce taux est vraiment très, très élevé, autour du 63%. Jusqu'à 40 ans, on est autour du 46%. Et à partir de 40 ans, où ce taux d'anormalité sur les ovules et les embryons est plus élevé, bien, on sait bien que ce taux de réussite reste autour du 20%. Vous voyez comme moyenne le taux de naissance au premier cycle, ça veut dire le premier transfert et les embryons qui ont été préservés est autour du 41%, supérieur heureusement à la moyenne des cliniques qu'on a en Espagne. Pour l'adoption d'embryons, la technique que je disais pour les patientes qui ne veulent pas faire un traitement de stimulation ou qui ne peuvent pas utiliser ces ovules, je pense que pour les patientes à partir de 42-43 ans, c'est la technique d'élection pour presque 80% de nos patientes francophones. C'est une technique vraiment très, très facile. On garantit toujours le transfert de un seul embryon de maximum qualité entre J5 et J6. Ce sont normalement des embryons qui viennent d'un double don précédent. D'autres patients qui ont déjà fini leur projet de famille, ça veut dire que normalement, il y a déjà un enfant qui a été né de ce groupe d'embryons. Ce sont des embryons normalement à fertilité prouvée. Et ça nous aide vraiment à avoir un taux de naissance vraiment très, très élevé, presque 50% sur la première tentative pour des patientes qui arrivent dans des conditions idéales. Et bien sûr, heureusement aussi, 10 ou 15 points sur la moyenne des cliniques en Espagne. Finalement, pour le don d'ovocytes, pour le don d'ovules, bien sûr, pour les mamans en solo, c'est toujours un double don d'ovocytes et de sperme. Le taux de naissance sur le premier cycle de la donneuse, vous voyez, qui est presque au 90%. Déjà, au premier transfert, on a un taux de naissance autour du 50%. Et à nouveau, on préserve tous les blastocystes de bonne qualité et on transfère normalement qu'un seul embryon. C'est ça qui nous aide vraiment la qualité à avoir un taux de réussite très, très élevé. Et bien sûr, éviter des grossesses de jumeaux ou multiples, spécialement pour le groupe à partir de 38 ans, où naturellement, il y a déjà un risque plus élevé de hypertension, de diabète, de prématurité, même avec un seul bébé. C'est pourquoi on évite toujours les grossesses à jumeaux, justement pour réduire ces risques obstétriques dans ce groupe de patients. Et toujours, même avec 2 blastocystes, on arrive à avoir un taux de réussite vraiment très, très élevé et aussi supérieur à la moyenne nationale en Espagne.
Et bon, je pense que ça a été déjà long. Je pense que c'est déjà le moment de toutes vous de me poser des questions. Et je laisse à nouveau Gloria me guider pour toutes les questions qui sont ouvertes et je serai heureux de vous répondre. Merci beaucoup, docteur Garcia Fora. Tout d'abord, juste, je veux demander à Madame Moulindera si vous avez des questions pour le docteur. Ah oui, les questions ne manquent pas, il y en a beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai pas mal de questions de dames qui se demandent par rapport au double don. Comment est-ce que dans la pratique, on peut appréhender le fait que notre enfant ne nous ressemble pas? Cette question-là est liée justement par rapport à Fertilab. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a une psychologue? Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce que aussi peut-être le choix des embryons ou l'épigénétique, c'est des questions comme ça qui sont vastes, mais en tant que non médecin, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais c'est vraiment ça tourne dans la tête au-delà de 40 ans quand on doit faire ce choix. Effectivement, pour ces patientes, normalement à partir de 40, 42 ans, où on sait que ça sera compliqué d'avoir un bébé avec ses ovules et où on doit passer soit un double don, soit un don d'embryon, c'est un des points les plus importants, non? La rassemblance de nouveau-nés. Et aussi, c'est ce qu'on explique normalement comme différence entre le double don classique et le don d'embryon. Bien sûr, pour le don d'embryon, on ne peut pas garantir un matching parfait du point de vue de tous les détails physiques de tous les deux géniteurs, vu que les embryons sont déjà là, ont été déjà créés. Même si pour le double don, on fait vraiment très, très attention à tous les petits détails de la patiente. On va toujours lui demander la photo du visage où on puisse bien voir la couleur des yeux, la tonalité de la peau dans tous les différents origines ethniques et aussi tous les petits détails physiques, non? De la taille, de la complexion, de la couleur des yeux, des cheveux, etc. Bien sûr, nous, on peut garantir ce qu'on voit sur l'écran et on peut garantir que tous les petits détails qu'on a choisis sur chacun des donneurs, de la donneuse d'ovules et de donneurs de sperme, sont vraiment très, très proches de la patiente. Mais après, bien sûr, il y a la génétique qui est là et la épigénétique pendant la grossesse, effectivement. Et même si pour les traits récessifs, je veux dire toutes les couleurs qui sont plutôt claires, non? Les yeux clairs, les cheveux clairs, la tonalité de la peau claire. On sait bien que si on prend tous les deux géniteurs dans ces caractéristiques, la possibilité que, on trouve une coïncidence est vraiment très, très élevée. Parfois, pour les traits le plus méditerranéens, les plus foncés, ou même dans l'origine africaine, c'est évident que parfois, il y a des traits récessifs qui peuvent nous donner, un mix entre tous les deux géniteurs qu'on a choisis. Je pense que, bien sûr, au niveau du double don et au niveau du don d'embryon, les patientes, ou ce qu'on essaye d'apprendre les patientes de chez nous, c'est que le double don, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut bien vous aider et faire du bien. Le don en Espagne est anonyme et non remboursé du point de vue, on n'achète pas des gamètes, mais bien sûr, on demande toujours aux patientes de réfléchir que les donneurs sont aussi nos patients, non? Alors, bien sûr, ces patients ont droit à leur confidentialité, à être traités respectueusement et bien sûr, y faire très, très attention comme nos patients. Mais c'est vrai que parfois, il y a des patientes que cette idée du matching du point de vue de tous les détails physiques, ils ont besoin d'y réfléchir en profondité. Et bien sûr, nous aussi, on travaille avec plusieurs plateformes, comme bien sûr Maman en solo, et d'autres plateformes et des coachings au niveau psychologique pour les patients qui se posent des questions sur ce don, l'origine de ces géniteurs et l'impact psychologique que ça pourrait avoir sur la patiente et bien sûr l'impact que ça pourrait avoir sur le nouveau-né pendant l'enfance, l'adolescence ou après. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. La petite question aussi derrière, pour plus de précision, j'aimerais bien peut-être que vous nous expliquiez en très peu de termes, hein, parce que c'est assez complexe, l'épigénétique. Derrière le terme épigénétique, c'est quoi au juste?
vous savez bien qu'il y a une partie qui est génétique, c'est celle qui vient des géniteurs, non, des chromosomes, des gènes qui arrivent du côté de l'ovule et qui arrivent du côté de spermatozoïdes. Bien sûr, ça va nous donner des traits qu'on ne peut pas modifier, non. Mais bien sûr, il y a une partie de ces gènes qui peut s'exprimer ou pas pendant la grossesse selon l'environnement où ces bébés se développent. Bien sûr, cette épigénétique ne peut pas changer l'origine ethnique, ne peut pas changer de gros traits de ce bébé. Mais bien sûr, je pense que tout ce qui se passe pendant la grossesse, toute cette connexion, cette liaison entre la maman, non, qui est en train de porter la grossesse et le bébé, aussi du point de vue de ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait pendant la grossesse, ça va nous aider ou pas à l'expression de certains gènes de ce bébé pendant la grossesse et après l'accouchement. Alors, bien sûr, quand il y a des patientes qui me disent, bon, les ovules ne sont pas miens, le sperme n'est pas mien, ce n'est pas mon bébé, mais complètement, je ne suis pas d'accord, pas du tout. Je pense que ce 9 mois pendant la grossesse, il y a un impact vraiment très, très important. Pas seulement, bien sûr, à partir du 5e, 6e mois, il y a une autre liaison, non, vu que le bébé peut déjà percevoir la voix, les mouvements, etc. de la maman. Alors, il y a une partie aussi de développement au niveau du cerveau, non, à partir du 5e jusqu'au moment de la naissance. Mais bien sûr, il y a aussi cette possibilité des gènes qui s'expriment ou pas, ou plus fortement, ou plus faiblement, selon la maman qui geste, non, qui porte la grossesse. D'accord, d'accord, oui, oui. Merci beaucoup. C'est important pour les filles qui nous suivent, qui doivent passer au double don parce qu'il y a pas mal d'échecs ou parce que l'âge est dépassé et qu'elles hésitent sur le double don. C'est qu'elles soient rassurées que voilà, elles sont mamans après tout, c'est leur bébé et vraiment intégralement ce même bonheur, ça ne change pas. Complètement d'accord. Je vais laisser Gloria continuer avec les autres questions et puis je vous en poserai d'autres aussi, docteur, tout à l'heure. Merci beaucoup. Très bien, à vous. Gloria. Merci beaucoup, Madame Moulindera. Alors, donc voilà, je vous rappelle juste si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas de les écrire sur la section questions. Et docteur Garcia Fora, je lis la première question. Nous avons une dame qui nous adresse: pour l'origine ethnique, si je suis brésilienne mais française, je dois avoir des critères pour un profil brésilien? C'est une très bonne question et je pense qu'il y a une réponse qui est très, très facile. Il y a des Asiatiques qui habitent et sont nés à Barcelone. Il y a des Africains qui habitent en Suède. Alors vraiment, je pense que finalement, le passeport n'est pas important. Ce n'est pas ça qui dit qui sommes-nous. Non, je pense que finalement, les origines, si on le connaît, moi, je fais ce test d'origine qu'on peut faire. Vous savez bien, on prend une prise de sang et on nous dit d'où êtes-vous. Moi, toute ma famille est catalane, mais j'ai fait ce test et vraiment, mes origines sont irlandais, italien et français. Alors, bon, ce que je dis est vraiment le lieu de naissance ou le passeport ne donne aucune information sur l'origine des patientes. Ce qu'on essaie toujours, bien sûr, c'est bien approfondir au niveau du phénotype, non? Au niveau, et ce qu'on essaie aussi, bien sûr, pour le matching avec nos patientes, c'est tous les petits détails physiques, si les cheveux sont ondulés, si les cheveux sont frisés. Et parfois, bien sûr, moi aussi, je fais attention s'il y a des patientes métisses qui me disent je suis la plus claire dans ma famille, ou je suis la plus foncée dans ma famille, ou je suis la plus petite, la plus grande. Ce matching n'est pas 100% ce qu'on voit sur l'écran, on vous écoute. D'accord? Alors, parfois, je pense que ça vaut la peine de bien approfondir sur la patiente et sa famille et pas sur le passeport ou l'origine. Et je pense vraiment que c'est ça qui va nous aider finalement à vous offrir la possibilité d'avoir un bébé avec un profil physique vraiment proche à nos patientes. Merci beaucoup, docteur. Question suivante. Les docteurs pourraient nous parler plus en détail de la façon dont les embryons sont choisis dans les cas de double don? Il semble que le choix ne se fait que sur la base de la couleur de la peau. Autre cela, comme le biologiste choisit études ou pas, âge, affinité culturelle. Merci.
Je suppose qu'elle veut dire la façon dont on choisit les donneurs, pas les embryons. Bon, bah, si c'est sur le don d'embryon ou le double don? Les docteurs pourraient nous parler plus en détail de la façon dont les embryons sont choisis dans les cas des doubles dons. Bon, bien sûr, dans le double don, on ne choisit pas des embryons, on choisit des donneurs. Et je ne sais pas si c'est ça la question. Et bien sûr, la partie de l'origine ethnique, c'est vrai que chez nous, la majorité de patientes sont d'origine méditerranéenne ou parfois nordique. Quand je dis d'origine ethnique, c'est ce que la loi espagnole nous oblige à garantir, non, le même origine ethnique. Malheureusement, pour les donneurs et les donneuses, on n'a pas la possibilité de garantir qu'il y a des traits de personnalité ou des traits spécifiques, que ce soit héréditaires. Non, j'aimerais bien vous dire que être introversé ou extroversé ou créatif ou impulsive, il y a une base 100% génétique. On ne peut pas y être complètement d'accord. Mais c'est pourquoi, dans cette sélection des candidats, nous, on fait très attention dans l'interview personnelle. Ça n'a aucune liaison à l'origine ethnique. Il y a une liaison à ce qui est devant nous et le feeling qu'on a avec cette personne que nous, on aimerait bien si ça serait notre donneur ou pas. C'est ça probablement la partie la plus importante au niveau d'accepter des donneurs. Et l'âge, bon, ben, l'âge, on ne peut pas faire un matching avec l'âge parce que s'il y a une patiente à 45 ans, je ne peux pas lui offrir une donneuse à 45 ans. C'est évident que je dois lui offrir une donneuse beaucoup plus jeune. Au niveau des études, je répète, heureusement, nous, on est juste à côté de la zone universitaire. Ça nous donne normalement un profil d'études culturelles que nous, on aime bien. Et bien sûr, vous savez bien que pour les traitements FIV, les donneuses doivent suivre un protocole qui est vraiment très, très compliqué. Bien sûr, si on voit que ces donneuses n'ont même pas la possibilité de comprendre le protocole, mais ce sont des donneuses que normalement, on ne va pas accepter. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous avons une dame qui nous demande « J'ai fait les premiers examens gynéco, hystéro, écho avec comptage. J'ai la trompe gauche bouchée et la dame m'a dit que pour un parcours PMA, il faudrait déboucher ou réparer cette trompe. Est-il obligatoire d'avoir les deux trompes en fonction? Merci. » Les problèmes sur les trompes sont parfois importants. Spécialement, on doit faire attention pourquoi cette trompe est bouchée. Bien sûr, normalement, ce sont soit des infections précédentes, soit parfois l'endométriose qui touche énormément la fonction des trompes. Le problème plus important quand on a une seule trompe bouchée, c'est que normalement, la cause, probablement, a aussi touché l'autre trompe, même si on la voit complètement normale à l'hystérosalpingographie ou l'hystérosonographie. Selon l'âge, bien sûr, si cette patiente dépasse déjà 35 ans, il y a une trompe bouchée. On ne sait pas si la cause a pu aussi nous donner des problèmes sur la trompe qui n'est pas bouchée. Le taux de réussite, alors, est vraiment très, très bas à travers des inséminations. Le risque de grossesse extra-utérine, parce qu'il y a des problèmes sur les trompes, est toujours là. Et vraiment, au niveau d'évidence scientifique, je ne peux pas dire que je sois d'accord que déboucher la trompe va augmenter la possibilité de réussite. Comme je disais, selon la cause, pourquoi cette trompe est bouchée, est vraiment ce qu'on doit bien évaluer avant de proposer une insémination. Moi, j'ai eu des patientes qui avaient une seule trompe parce qu'elles sont nées avec une seule trompe et un seul ovaire, et c'était de l'autre côté, et qui sont tombées enceintes naturellement. Alors, on n'a pas besoin de deux trompes. On a besoin d'une trompe 100% fonctionnelle et qui n'aille pas le risque d'être avec des problèmes dus à ce qui a bouché l'autre trompe. C'est ça vraiment qui nous intéresse. Je vous remercie, docteur Garcia Fora. Alors, nous avons une dame qui nous demande que veut dire les docteurs lorsqu'ils parlent de premier cycle. À mon avis, c'était quand vous étiez en train de parler sur les taux de réussite. Oui. Il faut bien expliquer les différences entre cycle et transfert. Le transfert, quand on parle de FIV, d'adoption d'embryon ou don d'ovule, le transfert, c'est le moment où on va introduire un embryon dans l'utérus. Bien sûr, il y a un taux de naissance pour chacune de ce transfert. Selon la technique, ça peut changer. Mais quand on parle de cycle, on parle de cycle de stimulation ovarienne.
Le cycle est compris normalement la stimulation, la ponction, la création de plusieurs embryons. Et quand on vous explique que le taux de réussite par cycle, c'est le taux de réussite pour tous les transferts qu'on puisse faire de ces embryons qui ont été préservés sur une seule stimulation ovarienne. Bien sûr, pour les programmes de double don, normalement, il y aura 2, 3, 4 blastocystes qui ont été préservés. Si on vous explique le taux de réussite par transfert, ça veut dire le premier transfert d'un embryon. Si on vous explique le taux de réussite par cycle, ça veut dire l'accumulatif de tous les transferts des embryons qui ont été pu préservés sur cette stimulation ovarienne. Et bien sûr, c'est un taux beaucoup plus élevé normalement, vu qu'il y a plusieurs tentatives sur la même stimulation ovarienne. Merci beaucoup, docteur. Question suivante. Nous avons fait un don de vos sites avec les spermes de mon mari. Combien de temps peut-on le conserver, congeler et garantir la qualité avant le transfert? Merci. Mais de plus en plus, et spécialement après la pandémie, je pense que le freeze-all ou congeler tous les embryons, c'est la stratégie qu'on préfère, même les patients, même les centres médicaux, spécialement parce que ça nous donne la possibilité de décider le moment du transfert. En plus, on évite des déplacements unnecessaires, non? Parce que parfois, on se déplace, il n'y a pas d'embryon, alors on se demande pourquoi on s'est déplacé. Et vraiment, on peut dire qu'à 2022, le taux de réussite sur un embryon frais ou un embryon congelé est pareil. Bien sûr, ça dépend de la technique, mais dans les mêmes conditions, soit frais, soit congelé, le taux de naissance est pareil. Heureusement, si on parle toujours des embryons à J5, des blastocystes de bonne qualité, le taux de survie de ces embryons à la décongélation, je ne peux pas dire que ce soit du 100%, mais je pense qu'on est autour du 97%. Alors, la possibilité de perdre ces embryons au moment de la décongélation, on peut dire qu'elle est exceptionnelle ou presque nulle. Et heureusement, ces embryons peuvent être préservés pendant plusieurs années. Normalement, jusqu'au moment où la patiente arrive en Espagne, normalement jusqu'à 50 ans, ou jusqu'au moment où la patiente n'est pas prête du point de vue de santé générale de porter une grossesse. Mais heureusement, la loi espagnole vous donne la possibilité toutes les années de décider ce que vous voulez faire avec ces embryons, les préserver pour votre projet de famille, les donner à d'autres patients parce que votre projet de famille est déjà fini, les donner à la recherche ou les détruire. D'accord? Alors vraiment, il n'y a pas une limite. Moi, j'ai vu la naissance d'un bébé après 18 ans d'un embryon qui était congelé. Alors, le temps de congélation dans des pays où, bien sûr, les conditions du lab est toujours garantie, il n'y a aucun problème de le faire après 5 ans, 10 ans, 15 ans, même si je comprends bien que la majorité de patients préfèrent le transfert si rapidement que possible. Mais on peut attendre. Et on le fait aussi pour des patients qui ont un problème de santé, un cancer, etc. Mais bien sûr, pour ce groupe de patientes, on peut attendre, il n'y a aucun problème, le taux de réussite est pareil. Merci beaucoup, docteur. Question suivante. Combien de mois à l'avance puis-je réserver un embryon? D'accord. Si on parle de l'adoption, je suppose que c'est sur l'adoption d'embryons. J'imagine, oui, aussi. Normalement, déjà, après le premier rendez-vous, si le dossier médical est complet, et on sait qu'on peut déjà commencer, la patiente peut rapidement acheter des médicaments, il n'y a pas d'attente. Et vraiment, on peut déjà demander le lab de faire la réservation d'un embryon à transférer pour le mois d'après. Alors vraiment, il n'y a pas une attente, on peut y aller très, très rapidement. Très rapidement. Merci beaucoup, docteur Garcia-Forin. Alors, nous avons une dame qui nous demande toujours une question sur la sélection des donneurs dans les cas de double don. Que saurons-nous de la façon dont ils ont été choisis une fois que le choix est fait? Merci. Chez nous, c'est toujours le médecin et le médecin traitant qui va vérifier et choisir vraiment dans le groupe de candidats qu'on a d'un côté et l'autre, c'est lequel qu'on va prendre. Bien sûr, il y a la partie physique qu'on a déjà discuté qui est importante, mais dans le même profil de patiente, de donneuse, pardon, ou de donneur, parfois ça nous aide à décider sur la donneuse qui a déjà une fertilité prouvée
ou pour le donneur qui a déjà fait des traitements précédents, a déjà donné des naissances. Bien sûr, le médecin traitant sera qui peut vous expliquer après, spécialement, normalement, on le fait au moment où on a déjà des embryons préservés, tous les petits détails physiques ou pourquoi on a choisi chacun des donneurs. Chez nous, normalement, comme détail sur les géniteurs, on peut vous donner l'âge, le groupe sanguin, l'origine ethnique, la taille, le poids, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la texture des cheveux, mais malheureusement, on détaille sur l'identité. Et normalement, c'est le médecin, votre médecin traitant, qui peut bien vous donner ces informations au moment où on a déjà vérifié que les ovules qu'on a récupérés sont de bonne qualité et au moment où on sait qu'il y a des embryons qui ont été préservés pour vous. Merci beaucoup. Question suivante. Comment savoir la cause qui a bouché la trompe? Quels examens dois-je faire? J'ai 33 ans. Merci. Bien sûr, il y a des échographies très faciles à faire, comme l'échographie pelvienne, parfois aussi l'hystérosonographie que le médecin peut faire facilement dans le cabinet si il y est habitué. Parfois, on trouve la cause de cette trompe qui a été bouchée. Parfois, si c'est l'endométriose, on voit des images d'endométriose au niveau de l'ovaire, au niveau de la trompe. Parfois, on ne la voit pas. Mais malheureusement, l'endométriose, vous savez bien, c'est un problème chronique qu'on ne peut pas toujours vérifier 100%. Mais pour des patientes qui ont des trompes bouchées, l'endométriose, spécialement pour des patientes jeunes qui ont eu des règles très, très fortes déjà de l'adolescence, on sait bien que c'est une des causes les plus fréquentes. Mais parfois, ce sont été des infections anciennes, qu'on a passées à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, qui ont donné ce problème sur la trompe et on ne pourra jamais vérifier parce que, heureusement, cette infection est déjà passée. Mais il n'y a pas une technique pour vérifier si l'autre trompe a des problèmes ou pas. Ce sont des problèmes normalement microscopiques. Parfois, si on a l'idée que ça pourrait venir d'une infection, prendre des cultures du col de l'utérus ou de l'endomètre peut nous aider à penser que s'il y a eu un germe qui a bouché cette trompe, parfois ce germe est encore là et on peut le traiter. D'accord? Mais même si on trouve le germe qui a donné ce problème, et même si on fait le traitement idéal, on ne saura jamais si ce germe a pu donner des problèmes sur la trompe qui n'est pas bouchée et encore nous donner des risques sur cette trompe-là. Merci beaucoup, docteur Garcia Forin. Alors, question suivante. Pardon. Bien sûr. Comme l'heure file un peu et que j'ai les 2 enfants à gérer, j'aimerais profiter pour poser une petite question et puis je vois qu'il y en a beaucoup. Je laisserai les autres aussi poser. Comment se passe le parcours de la PMA lorsqu'on a le syndrome des ovaires polykystiques et lorsqu'on a l'endométriose? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions. C'est long, on a des chances ou pas? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'on souffre? Est-ce qu'il y a des réussites? Vous avez des chiffres? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, je pense que même l'endométriose, même l'ovaire polykystique, ça donne pour un webinaire complet. Ce sont 2 maladies vraiment très, très importantes au niveau Nous devons organiser ça, docteur. Je suis d'accord. Il y a des associations qui font que ça, que l'ovaire polykystique ou que l'endométriose. Et bien sûr, pour ces patientes qui ont un problème, soit OSOPK, soit endométriose, je pense aussi ça vaut la peine de leur expliquer qu'il y a d'autres patientes qui ont déjà passé par ce parcours, qu'il y a aussi au niveau médical et au niveau d'association de patientes, quelqu'un qui peut bien les orienter rapidement, parce que ce sont des maladies très complexes, d'accord? Sur l'ovaire polykystique, il y a la partie de fertilité qui nous touche, bien sûr, mais il y a la partie de risque au niveau de santé générale. Ce sont des patients dont on doit bien leur expliquer que même s'il y a ce problème de fertilité, pour ce problème des ovaires polykystiques, il faut bien faire attention au risque métabolique, au risque cardiaque à partir de 40-50 ans. Alors, il y a la partie de procréation assistée qui est vraiment très, très importante. Ce sont des patientes que malheureusement ont des problèmes d'anovulation. Il n'y a pas d'ovulation spontanément. Mais c'est vrai aussi que sur ces patientes avec des ovaires polykystiques, si on commence à faire des petites stimulations, parfois il y a le problème de hyper-réponse. Il y a un risque parfois très, très élevé de faire une hyperstimulation ovarienne, qui est vraiment un risque important pour la FIV.
Et bien sûr, ce sont des patientes compliquées où parfois, si on fait des doses très, très basses, il n'y a aucune réponse. Si on fait des doses très élevées, il y a un risque très, très important de hyperstimulation, parfois de récupérer 30, 40, 60 ovules. C'est un risque au niveau de santé générale. Il y a d'autres risques, bien sûr, liés aux ovaires polykystiques. Je répète, probablement, ça donne pour un webinaire complet. C'est noté, on va organiser ça le plus tôt possible. Je suis d'accord. Et bien sûr, ce sont des patientes qui doivent être toujours évaluées. Ce que je disais au début, un bon diagnostic pour bien calculer et évaluer le traitement idéal. Au niveau de l'endométriose, vous savez bien que le problème, et l'endométriose, je viens d'en parler au niveau des trompes, c'est malheureusement une maladie assez fréquente, c'est une maladie chronique, d'accord? Ça peut commencer au début des règles et arriver jusqu'à la ménopause. Alors, il y a des patientes qui peuvent vivre avec l'endométriose pendant 40 ans ou 35 ans. Et vous dites bien, le problème de l'endométriose, normalement, ce sont les douleurs, non? Les douleurs fortes avant les règles, pendant les règles. Et bien sûr, il y a le risque que cette endométriose puisse nous donner des problèmes au niveau des trompes, mais aussi spécialement au niveau des ovaires et de la réserve ovarienne. Si on disait que les patientes qui ont des ovaires polykystiques ont le risque d'une hyperréponse, les patientes qui ont de l'endométriose, c'est juste à l'envers, il y a le risque d'une faible réserve ovarienne ou de perdre complètement sa réserve ovarienne très précocement. Dans ce groupe de patientes, bien sûr, il faut traiter la souffrance jour à jour de ces patientes, même avant du moment du désir d'enfant. Mais vraiment, c'est très, très important de prendre une première opinion, une deuxième opinion, de bien se renseigner, parce que vraiment, les protocoles de traitement pour les patientes d'endométriose, spécialement si on décide d'opérer cette endométriose, il faut bien se renseigner avant de décider si on fait un traitement FIV ou on fait une cœlioscopie pour traiter l'endométriose et simplement et rapidement, parce que je répète aussi, l'endométriose, ça donne pour un webinaire complet, dire que c'est très, très important de prendre rendez-vous avec un gynéco spécialisé en chirurgie de l'endométriose et en même temps en PMA. J'étais en mute. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, merci pour votre réponse. Toutes les femmes attendront ce webinaire parce que ces questions, ça revient tout le temps. Et je vais en profiter pour remercier les filles et leur dire de continuer à poser des questions. Moi, malheureusement, je vais devoir partir pour m'occuper des petits et libérer la babysitter. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt sur les sujets de l'endométriose et de l'SQP. Merci beaucoup, Madame Moulindera. Bijou, merci. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Merci beaucoup, Gloria. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci, au revoir. Merci beaucoup. D'autres questions, Gloria? Oui, voilà. Je rappelle juste, il nous reste 7 petites minutes. Oui. Donc, je commence à lire les dernières questions. Alors, bonsoir. Pouvez-vous faire un point sur les différentes étapes à aborder lors du démarrage des PMA? Examen, à partir de quand contacter la clinique, tarifs, prise en charge en France? Merci beaucoup. Bien sûr, je répète, comme première option, je préconise toujours contacter votre gynéco chez vous. Non, je pense que, heureusement, même si on sait bien qu'il y a des traitements qui ne sont pas disponibles, ne sont pas possibles chez vous, et même si après la consultation avec votre gynéco en France, on vous dit que malheureusement, le temps d'attente, le délai est trop important ou on ne va jamais y arriver, parfois, c'est aussi important de consulter votre médecin pour vérifier si vous avez le droit d'être remboursé pour tous les examens qu'on doit faire ou d'être partiellement remboursé pour les traitements que vous allez faire en Espagne. Alors, moi, je ne vais jamais vous dire de contacter directement un gynéco chez nous, un gynéco à Fertilab. Je vais toujours vous conseiller de contacter votre gynéco et de vérifier qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de bilan de fertilité avant de nous contacter. On travaille régulièrement avec des équipes dans presque toutes les grandes villes françaises. On connaît bien nos collègues, on connaît bien ces protocoles et normalement, les patientes qui nous appellent ont déjà un dossier où il y a l'échographie pelvienne, le bilan hormonal, le comptage follicule et parfois d'autres examens. Et bien sûr, au moment
où vous décidez de nous contacter, soit parce que le traitement n'est pas possible chez vous, soit parce que le délai est de 1 an ou 2 ans et votre désir d'enfant est pour demain. Mais bien sûr, il y aura un petit formulaire à remplir chez nous avec tous les petits détails de vos précédents. Normalement aussi, on va vous demander d'ajouter les examens, les éléments que vous avez déjà. Et bien sûr, s'il y a des éléments qui nous manquent, nous, on va toujours vous envoyer les ordonnances et la petite liste des éléments qui nous manquent. Comme ça, vous pouvez faire et continuer à compléter le dossier médical chez vous, sans le besoin de se déplacer. C'est ce qu'on préfère, non, de pouvoir faire tous les examens chez vous et puis nous envoyer le compte-rendu. On est habitué à le faire à distance et occasionnellement, il y a des examens du côté masculin qu'on peut faire qu'en Espagne, mais vraiment du côté féminin et pour les mamans en solo, je peux dire que presque 100% des examens qu'on va vous demander avant d'un traitement chez nous, vous pouvez le faire chez nous. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Question suivante. Bonjour. Après un frottis chez un gynécologue, on a un papillomavirus positif de bas grade. Est-ce que cela peut poser problème pour une insémination? Merci. Normalement pas. C'est vrai que après un virus du papilloma d'autres risques positifs, on vous demande de faire des contrôles normalement tous les 6 mois. La majorité des patientes, spécialement avant de 35 ans, vont éliminer naturellement le virus. Alors, ça veut dire que 8 ou 9 patients sur 10 n'auront besoin d'aucun traitement, que du contrôle après 6 mois pour vérifier que le virus est parti. Et même cette petite lésion de bas gras va normalement disparaître sans traitement. D'accord. Alors, pour ces patientes où il y a une lésion d'un gras plus élevé, on va toujours vous dire de faire un traitement au niveau du col de l'utérus avant de faire même d'essayer de tomber enceinte naturellement. Pour les patientes où il y a une lésion de bas gras, de gras 1, normalement, on peut faire des contrôles tous les 6 mois, mais on peut déjà vous proposer de commencer un traitement d'insémination. Pas besoin d'attendre les contrôles. On sait bien qu'il n'y a pas de risque après 6 mois. Exception, bien sûr, les patientes qui ont des problèmes d'immunosuppression, patientes HIV positives ou en chimiothérapie, où il y a le risque ajouté du virus du papillome et un problème de défense sur la patiente. Mais pour toutes les patientes, normalement, avoir une lésion du virus du papillome de bas grade ne nous donne aucun problème. Il n'y a aucun délai pour commencer un traitement d'insémination. Merci beaucoup, docteur. Question suivante. Est-ce que le gynécologue de Fertilab entre en contact avec mon médecin traitant? Quelles informations va-t-il lui transmettre? Merci. Mais c'est justement une des questions qu'on va vous poser sur le formulaire avant du premier rendez-vous. Vous savez bien que nous, on veut bien préserver votre confidentialité. Même si on connaît des équipes dans toute la France, bien sûr, on aura toujours besoin que la patiente nous dise « Oui, je veux bien, si vous pouvez contacter mon gynéco ». Si c'est une équipe qu'on connaît déjà, si c'est une équipe avec qui on travaille régulièrement, parfait. Si c'est une équipe ou un gynéco qu'on ne connaît pas, il aura toujours la possibilité de me recontacter, soit par mail, parfois on le fait par téléphone, et échanger, décider qu'est-ce qu'on veut faire sur la patiente, ce que tu disais, non, pour dire avoir un seul avis, une seule équipe, même si on est à 1000 km de distance. Mais je répète, moi, je ne peux pas contacter directement votre gynéco si on n'a pas votre autorisation. Même si je le connais, je ne peux pas le contacter si vous ne me dites pas « je veux que vous le contactez ». Mais normalement, vu que les protocoles chez nous et chez vous se rassemblent énormément, normalement, on n'a pas besoin d'échanger que pour des patientes vraiment très, très complexes, multi-traitées, multi-échouées, etc. D'accord? Alors, possible, oui, obligé, pas du tout, c'est à vous de décider. Je vous remercie, docteur. Question suivante. Lorsqu'on fait une échographie pelvienne, peut-on voir systématiquement de trompes bouchées? Merci. Pas du tout. Malheureusement, les trompes, ce sont des structures que normalement on ne voit pas et ce sont des structures qu'on ne doit pas voir sur l'échographie pelvienne parce que même s'ils sont des petits tubes sont complètement collapsés et sont vraiment très, très étroits. Si on voit une trompe sur une échographie pelvienne, c'est parce que cette trompe est occupée, parce qu'il y a du liquide ou il y a quelque chose qui n'est pas bien sur cette trompe.
c'est ce qu'on appelle parfois le hydrosalpinx, et ça nous donne l'idée que cette trompe a des problèmes. Il y a d'autres techniques qu'on peut faire à travers de l'échographie, ce qu'on appelle la hystérosonographie, et où on va introduire un petit liquide à travers du col de l'utérus en même temps qu'on fait une échographie pelvienne, et on voit le passage de ce liquide par échographie qui passe à travers de la cavité et qui passe à travers des trompes. Ça, il faut bien consulter votre gynéco chez vous pour voir s'il est habitué à faire cette technique. Et vraiment, c'est une technique très, très facile qu'on le fait au cabinet médical, même sans anesthésie. Et je pense que c'est la technique d'élection. Pendant 20 ans ou 30 ans, on faisait la hystérosalpingographie. Ce n'était pas chez le gynéco, c'était chez le radiologue. On sait bien que les radiologues ne sont pas habitués, comme nous, à introduire le spéculum doucement, à passer le col doucement. Alors vraiment, spécialement, la Fédération française d'études de la reproduction a une web avec la liste des gynécos français qui sont habitués à faire écho 3D et hystérosonographie. Vous pouvez bien y contacter. Si votre gynéco ne sait pas les faire, je suis sûr qu'il y a quelqu'un chez vous qui pourra bien vous aider par échographie à vérifier les trompes, mais toujours en utilisant un liquide pour voir le passage. Merci beaucoup, docteur. Question suivante. Je viens d'avoir une ablation du sein. J'ai un suivi hormonothérapie sur 2 ans. Puis-je reprendre mon PMA par la suite pour un transfert après 2 ans avec embryon congelé? Bon, je suppose que cette ablation est due à un cancer de sein et ce n'est pas à une chirurgie de prévention. Vous savez bien qu'il y a des patientes qui n'ont jamais eu un problème de cancer, mais qui ont des mutations génétiques familiales et où on conseille de faire l'ablation du sein. Mais pour cette patiente, je suppose que c'est dû à un cancer précédent. Effectivement, jusqu'à l'année 2010, on était obligé à faire 5 ou 10 ans de hormonothérapie. Heureusement, à partir de 2010, spécialement les médecins, qu'on travaille régulièrement en oncofertilité, l'objectif, c'est vérifier et garantir que vous êtes dans des conditions idéales pour une grossesse, que la grossesse ne va pas augmenter les risques que ce cancer revienne, et bien sûr aussi évaluer les effets de la chimiothérapie, d'autres traitements précédents, si vous les avez faits, qui ont aussi un impact sur la possibilité d'accroche de l'embryon et un impact du risque pendant la grossesse. Non, il y a des traitements hormonaux qui peuvent augmenter le risque de thrombose, il y a des traitements de chimiothérapie qui peuvent augmenter le risque cardiaque. C'est pourquoi je ne peux pas vous dire oui ou non. Vraiment, j'aurais besoin de bien évaluer tout le dossier médical, voir tout le traitement que vous avez fait, pas seulement la chirurgie ou le traitement hormonal, vérifier s'il y a eu d'autres traitements comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, avant de vous conseiller si c'est le moment idéal ou pas de transférer un embryon. Mais pour la majorité de patientes qui ont eu un traitement standard, oui, après 2 ans de tamoxifène, de hormonothérapie, on peut faire une pause pour le transfert, la grossesse et l'allaitement. Mais après la fin de l'allaitement, on conseille toujours de reprendre la même thérapie hormonale pour compléter ces 5 ans ou 10 ans qu'on conseille. Merci beaucoup, docteur Garcia Fora. Alors, avant de finir, nous vous rappelons les avantages de la collaboration entre l'association Concevoir en Solo et Fertilab Barcelona. Concevoir en Solo vous permet d'avoir une réduction tarifaire d'un 8% sur nos traitements de PMA. Concevoir en Solo vous permet aussi d'avoir une médiation entre vous et Fertilab. Donc, n'hésitez pas à contacter Madame Boulindera sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, docteur Garcia Fora, Bijou Boulindera. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir accompagnés pendant ces webinaires et de nous avoir posé des questions. Si vous avez posé des questions qui n'ont pas pu être répondues au cours de ces webinaires, n'hésitez pas de nous contacter à l'adresse mail france@fertilab.org et nous vous répondrons au plus vite. Vous pouvez nous contacter aussi sur la même adresse mail si vous souhaitez programmer un premier rendez-vous gratuit avec le docteur Garcia Fora et avec l'un de notre gynécologue francophone spécialiste en PMA. Notre équipe d'assistantes médicales sera heureuse d'aider tous les adhérents de la plateforme Concevoir en Solo. N'oubliez pas que nous vous offrons de conditions spéciales pour que votre rêve devienne réalité avec nous.
Merci beaucoup. Merci, Gloria. Merci beaucoup. À vous aussi de même. Merci. Au revoir.